suis donc président de la Ligue panafricaine Umoja, qui est une organisation politique, en fait, qui donc est implantée ici en Occident, mais aussi sur le continent africain. Nous voulons que les panafricanistes reviennent dans le champ politique. Nous sommes déjà dans 3 pays de l'Afrique centrale, 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, et on essaie de s'implanter aussi en Occident pour aider ceux qui sont sur le continent à avancer sur la question politique. Mais bon, je vais intervenir aujourd'hui sur la culture et l'entrepreneuriat, changer ou périr. Il se trouve que j'ai aussi des compétences dans ce domaine de l'entrepreneuriat, parce que je suis enseignant, en même temps j'ai aussi une entreprise de conseil dans les domaines de management, gestion, tout ça. Donc je vais essayer de faire une présentation qui va inclure la culture et l'entrepreneuriat. Alors, donc, rapidement, je vous présente les quelques parties que je vais aborder. Donc, je vais dire un mot sur le concept de l'afro-optimisme, puisque il se trouve que l'événement est organisé autour de ce concept, l'optimisme. Il faut comme dire un mot là-dessus, sinon ça reste comme un slogan vide. Deuxièmement, les Africains et la culture. Je vais essayer de parler du rapport que nous avons avec la culture. Après, je vais développer en troisième partie les modèles de management dominants, puisque nous, Africains, nous fonctionnons dans un modèle dominant. Le modèle économique, qu'il soit nord-américain, européen, rhénan, français, c'est des modèles dominants pour nous. Donc quand on veut investir, il faut être au courant de tout ça pour savoir dans quel monde on évolue. Et puis je ferai un regard critique sur la culture africaine, si nous sommes en phase avec notre culture par rapport à ce modèle dominant, en effet. Et enfin, je prendrai un cas d'exemple, le cinquième point, qui a été développé par un Camerounais, Paul Fokam, s'appelle Mutuelle communautaire de croissance, MC carré. Mutuelle communautaire de croissance, c'est en fait une des réponses qu'un Africain a développées en s'appuyant sur la culture pour financer le développement sur le continent, en rapport avec la culture. C'est un livre que j'ai lu il y a peut-être plus de 10 ans, en préparant cette conférence. Je me suis dit, bon, est-ce que cette théorie a évolué? Curieusement, il y a 2 semaines, je suis allé sur Internet, cette idée a tellement été développée au Cameroun que c'est le 2e réseau de microfinance au Cameroun. Alors moi j'ai lu ce livre pour des raisons simplement intellectuelles il y a quelques années. Monsieur Paul Fokam, vous pouvez trouver des éléments, enfin je vais en développer tout à l'heure. Donc, pour venir donc à l'optimisme, alors j'ai essayé, autant que possible, vous mettre une référence quand même d'ouvrage à côté, parce qu'à chaque fois qu'on fait des conférences, les personnes nous demandent des références. Voilà, ce n'est pas la seule référence, mais c'est une référence parmi tant d'autres sur la notion d'optimisme. Vous savez, l'afro-optimisme tel que Afro Events l'a développé, en fait, tire ses fondements dans ce qu'on appelle l'optimisme atavique africain. Ce n'est pas qu'un slogan, afro-optimisme. L'optimisme atavique africain, souvent nous ne savons pas en faire quelque chose de bien, l'optimisme africain. Et cet optimisme ne se repose pas que sur du vent. Il y a des bases dans l'optimisme atavique africain. J'ai répertorié quelques éléments qui expliquent cet optimisme atavique. Par exemple, la solidarité matérielle de droit. Vous savez que sur le continent, un neveu qui va voir son oncle, quand il est déçu que l'oncle n'ait pas payé le transport du retour ou n'ait pas résolu son problème, il se sent dans son bon droit de se plaindre. Et l'oncle est culpabilisé de ne l'avoir pas fait. Ce n'est pas quelque chose qui relève... Dans tout le continent africain, vous trouverez ces choses-là. Donc, la solidarité matérielle de droit. La xénophilie, c'est-à-dire que la sympathie pour l'étranger, avec tout ce que l'Afrique a connu comme problème depuis une dizaine de siècles, s'il y a un seul continent au monde
qui n'a pas fermé la porte aux étrangers, c'est l'Afrique. L'Afrique aurait dû être un continent fermé du simple point de vue de ce qu'il a eu comme dégâts à la rencontre des autres. Mais c'est un continent ouvert. Et cela n'est pas rien. Ça relève de notre xénophilie, cet amour de l'étranger. Vous verrez que des fois, quand c'est excessif, ça nous pose problème aussi. Le cosmopolitisme, ici, ce n'est pas celui qui est citoyen du monde, comme on l'entend souvent. Les Africains ont un cosmopolitisme naturel, c'est-à-dire qu'ils sont universalistes sans se renier eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils arrivent facilement à intégrer les religions, les choses qui viennent d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas ce réflexe de rejeter ce qui vient de l'extérieur. Le collectivisme social, vous savez qu'en Afrique, par exemple, lorsque un pêcheur ou un chasseur qui prend des risques lors d'une situation de chasse ou de pêche, quand il ramène le gibier et autres et tout dans le village, ce n'est pas lui qui distribue. C'est une forme de collectivisme social. C'est lui qui a pris tous les risques et c'est le village qui se charge de distribuer le reste. La quiétude, insouciance du lendemain. Et oui, nous avons toujours cette quiétude malgré nos problèmes. Aller à Bangui, là où il y a eu les Séléka, les Anti-Balaka, aller au Gabon, là où il y a eu à Libreville, là où il y a eu... Vous allez voir des gens ont cette quiétude, vous posez la question, mais ils sont dans un monde à risque, mais ils ont toujours cette quiétude. Et ça ne vient pas de nulle part. Sauf qu'il faut des fois réfléchir sur ces questions-là. Comment en faire des moteurs, des vrais moteurs. La pauvreté n'est pas synonyme de solitude. Pourquoi nous résistons? Il n'y a pas que la pauvreté liée aux échecs des États depuis les années 60. La pauvreté est liée aussi depuis les siècles d'esclavage. Mais les Africains, même dans la difficulté, ne se sentent jamais seuls. Cela aussi renforce cet optimisme atavique. L'absence de culpabilité et de péché originel dans les créations religieuses et métaphysiques. Vous verrez aucun mythe fondateur en Afrique, religieux ou pas, qui a fondé sur une sorte de péché originel comme on voit dans d'autres religions. Ça n'existe pas sur le continent africain. Il n'y a pas un Dieu qui condamne les hommes définitivement. Vous êtes pécheur à vie. Bon, ça existe d'ailleurs, mais ça n'existe pas dans les religions africaines. La culpabilité, on est pécheur, on est pécheur, on est pécheur. Enfin, ça n'existe pas dans les religions africaines. Le genre, d'ailleurs, ça influence toutes nos façons de faire, toutes nos façons de faire. D'ailleurs, vous voyez, les romanciers africains font très rarement dans la dramaturgie ou dans le drame. Ils font beaucoup plus de romans, de contes, de fables et de comédies. Quelques-uns s'essaient un peu au genre dramatique, tout ça. Mais ça relève aussi de leur optimisme atavique, cette façon de voir le monde. Et ça touche même les scientifiques. Un scientifique qui est pessimiste par culture, ça va même toucher sa façon d'aborder les problématiques scientifiques. Ça va même toucher la façon de lire simplement l'actualité. Alors s'il y avait plus de scientifiques africains qui maîtrisent la science, qui maîtrisent... Vous allez voir que parce qu'ils ont un atavisme naturel, optimiste, eh bien, cet optimisme va changer même la façon de voir le monde. Il suffit de voir l'actualité, comment en Occident, avec toute l'abondance, les gens sont toujours inquiets, malgré tout. Comme si ça ne suffit pas. Ils vont même voter les extrêmes, alors qu'ils sont dans l'abondance dans le monde actuel. On se pose des questions. Ce pessimisme, nous ne l'avons pas, nous. Mais il faut réfléchir là-dessus quand même. Donc ça, c'était un mot quand même sur l'optimisme qui a été développé dans le titre. Ensuite, je passe aux Africains et la culture. Les Africains et la culture, bon, j'ai mis une référence à côté encore une fois, c'est Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop. Dans Nation d'agriculture, dans la préface, Cheikh Anta Diop classe les Africains en 54 en 3 catégories. Il les appelle les cosmopolites scientistes modernisants, l'intellectuel qui n'a pas soigné sa formation marxiste, parce qu'à l'époque, le communisme concurrençait le panafricanisme, et la plupart des intellectuels africains qui ne voulaient pas de la colonisation étaient souvent communistes ou marxistes. Troisième catégorie, il disait lui à l'époque, il y a les Africains, les antiformalistes, les antinationalistes formalistes, c'est-à-dire des gens qui considéraient qu'on a tout perdu, quoi. Bref, pour ne pas faire comme Cheikh Anta Diop, j'ai fait pour moi 2 catégories aujourd'hui. J'ai gardé sa première catégorie, les cosmopolites scientistes modernisants, et j'ai donné une deuxième catégorie, les passéistes et les conservateurs excessifs.
Dans la première catégorie, souvent, les cosmopolites modernisants, souvent, c'est des scientifiques africains ou des économistes. C'est des gens qui disent que, bon, voilà, il ne faut pas s'occuper du passé, il faut se couper de notre passé chaotique et barbare. Le monde va s'unifier autour de la technique et de la science. Cette catégorie d'Africains est la plus exposée à ce qu'on appelle l'assimilation, en fait. D'accord? C'est celle qui est la plus atteinte de l'aliénation culturelle. Vous savez, l'aliénation culturelle, c'est ce poison qui a été savamment inoculé pendant des siècles dans les Africains pour qu'ils puissent aimer tant leur bourreau et haïr leur passé. Et donc ce groupe, aujourd'hui, vous l'avez souvent, lorsque vous abordez la question de la culture, ils sont réfractaires, ils sont allergiques. Non, 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 la science, la science, la science. Comme si le scientifique n'a pas été socialisé, soit dans une culture pessimiste ou optimiste, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc on consomme les résultats de la science sans se rendre compte que le scientifique n'est pas né dans un laboratoire, il a comme été à l'école, dans un contexte culturel donné, il a eu des références, et donc il va construire sa démarche scientifique aussi avec tout ça. Donc on ne peut pas dire que la science est neutre en tout, ça c'est le scientisme, d'accord? Et donc ce groupe, c'est un groupe que nous pouvons reconnaître autour des Africains, vous les connaissez. Le deuxième groupe, ce sont les passéistes et conservateurs excessifs, avec la culture africaine. Bon, en général, c'est les gens qui sont passés du premier pour arriver au deuxième. Quand ils ont découvert, à la faveur, je ne sais de quoi, que l'Afrique a été le berceau des civilisations, que nous avons inventé les mathématiques, tout ce que vous voulez, alors là, je pense que là, en fait, l'Afrique s'est arrêtée juste au début de l'ère actuelle, en fait. C'est-à-dire que depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a plus existé. Alors, eux, il faut repartir à l'Antiquité. Tout est là-bas. Tous nos ancêtres ont tout fait. Ils ont prévu tout. C'est même faire injure à Frétacher Anta Diop quand ils raisonnent comme ça. Et ils font, j'ai dit, un retour au passé. Et non pas un recours. Il faut faire un recours. Il faut aller voir comment les anciens ont réglé les problèmes de leur époque, comment ils ont développé leur génie. Mais un retour tout court est grave, parce que ça va développer en nous le complexe non seulement de réflexion, parce qu'on ne veut plus réfléchir, puisqu'il faut aller chercher les leçons dans le passé, et pire, le complexe d'abandon. Et ça, c'est encore plus grave. Dans cette catégorie, nos solutions sont dans le passé. Les ancêtres ont pensé à tout. D'accord? Alors, donc, ces deux catégories, il semble qu'il faut porter quand même un regard critique sur notre culture. Et ceux qui me connaissent bien savent que je passe assez de temps pour dénoncer la domination sur le continent africain, pour me reprocher aujourd'hui, si je fais une critique sur notre culture, d'être contre nos propres valeurs. Voilà. Donc, de ces deux catégories, je pense qu'il est très important, là j'ai parlé de culture, je n'ai pas encore parlé d'entrepreneuriat, mais en fait il y a un lien. Un entrepreneur est un homme socialisé, une femme socialisée. Donc, culturellement, avec un apport quelque chose. Donc, là j'ai parlé de la relation qu'on a avec la culture, mais puisque notre réunion veut faire le lien entre les deux, avant d'apporter ce regard critique sur la culture africaine, je vais essayer tout à l'heure de montrer le monde de l'entrepreneuriat, des affaires dans lequel nous sommes, comment ce monde est formé, qu'est-ce qu'il y a dedans. Quand nous disons « je veux être un entrepreneur africain », je veux investir, que ce soit à Paris, à Bruxelles, à Genève, ou encore à Brazzaville, à Yaoundé, ou encore à Abidjan, nous sommes dans un monde dominant. Ce n'est pas la culture africaine qui, en fait, irradie aujourd'hui le monde des affaires et qui a donné les concepts et de management et tout ça. Je dois dire une chose, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tout africaine, si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes déjà un manager. Vous êtes le premier manager de votre affaire. Donc vous êtes tenu de connaître les outils de management que vous utilisez pour votre affaire. Et pire, c'est que vous allez être amené à embaucher d'autres managers. Ces managers sont formés partout, sauf dans le management africain, comme vous-même d'ailleurs, mais vous êtes africain, vous avez votre culture. Donc vous naviguez dans un monde qui a ses repères, qui a ses valeurs culturelles qui ne correspondent pas à ce que vous êtes. Et donc je voudrais d'abord montrer, avant de faire une critique de tout notre atavisme
notre optimisme atavique de ce monde dans lequel nous sommes. Donc, je vais passer donc au modèle de management dominant. Le premier modèle, c'est le modèle nord-américain. Ce modèle, on le trouve au Canada, aux États-Unis. Quelques pays européens très ouverts à la culture anglo-saxonne ont aussi ce modèle. Ce modèle, quand nous disons « je fais le management par projet », souvent à la mode, je fais le management par projet, par objectif. Je vous dis ça en connaissance de cause, je suis enseignant de ces domaines-là. Mais ces outils-là ont été créés suite à une culture qui les a inventés. Ce n'est pas des outils neutres en soi. Et donc, si c'est un modèle qui est développé aux États-Unis ou au Canada, il y a des valeurs culturelles derrière, qu'on le veuille ou non. D'accord? Donc, ces modèles-là, si ça vient du modèle nord-américain, la doctrine à la base de ce modèle, c'est la doctrine néolibérale. La doctrine de laisser faire. Et les résultats vont aller dans ce sens-là aussi. Il faut le savoir. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mauvais, mais il faut le savoir quand on prend un modèle. Dans ce modèle-là, c'est le libre-échange qui prime, l'initiative privée, la prise de risque, un individualisme et un opportunisme. Une personne qui réussit, même s'il y a la pauvreté autour de lui, il est honoré en quelque sorte. Le profit maximum immédiat, la séparation de vie privée et vie familiale, le faible rapport hiérarchique dans ce modèle nord-américain, c'est-à-dire qu'entre le PDG et l'ouvrier, il n'y a pas beaucoup de formalisme en fait, parce qu'on veut gagner tout de suite, on veut exploiter tout de suite. L'esprit de compétition marqué, la réussite individuelle, c'est la norme. Donc quand vous prenez des modèles, chers entrepreneurs africains, il faut souvent vous renseigner d'où viennent ces modèles et ne soyez pas surpris de vos résultats. Ne soyez pas surpris de vos résultats. Parce qu'il y a une faiblesse intellectuelle que nous avons à interroger les modèles que nous utilisons, parce que, soi-disant, c'est fait sur la base des modèles mathématiques, donc c'est neutre. Non, c'est faux. Vous avez le modèle asiatique. Le modèle asiatique, ce modèle asiatique, si vous allez en Indonésie, en Malaisie, les modèles qui sont développés là-bas sont irradiés par la culture religieuse qui est l'islam. En Asie, il n'y a pas que l'islam, il y a le bouddhisme qui touche le Japon, qui touche des pays comme la Birmanie, vous avez le confucianisme qui touche la Chine. Mais on peut considérer qu'en Asie, malgré toutes ces diversités, il y a un modèle relativement dominant là-bas, c'est le modèle chinois, puisqu'il y a une diaspora chinoise très développée dans tous les pays d'Asie et qui, en fait, diffuse la culture du confucianisme dans ces pays-là. Donc, quand vous prenez un modèle chinois, il y a des valeurs morales de Confucius à l'intérieur. Ce n'est pas un modèle qui n'est pas sorti de nulle part, ex nihilo, non. C'est un modèle qui est basé sur ces valeurs-là. L'organisation sociale sur les modèles asiatiques, c'est autour des liens familiaux solides. Vous voyez d'ailleurs, les Chinois, quand ils s'organisent autour de Paris, dans les affaires, c'est par famille. Ben, c'est pas rien. On peut les critiquer avec un regard occidental, mais ils le font avec leur culture. C'est comme ça que ça se passe. Dans ce modèle, il y a le respect de la hiérarchie, il y a la primauté du groupe sur l'individu. Vous voyez bien que c'est opposé. Il y a le consensus contre les conflits personnels. Il y a, dans ce modèle, l'entreprise veille au bien-être des salariés. L'entreprise. C'est-à-dire, il faut leur assurer des logements, des bourses, tout ce que vous voulez. Et les relations d'interdépendance entre les membres de l'organisation sont encouragées. Les Africains peuvent se retrouver un peu là-dedans. Mais ce qui est curieux, c'est que les autres, avec les mêmes valeurs culturelles, ils arrivent à faire leur place aujourd'hui dans le monde. C'est pour ça que nous devons être conscients des limites et des possibilités de nos valeurs culturelles. C'est très important. Je vais prendre deux autres modèles, en Europe en particulier. On a par exemple le modèle, en Europe, bon, je prends le modèle français parce qu'il est très distinct du modèle par exemple allemand. Le modèle français est basé sur une importance de l'administration de l'État dans les entreprises. Ce que vous ne verrez pas forcément au Canada ou aux États-Unis. Ce modèle est particulier parce que la majorité des capitaines d'industrie formés sont en fait formés par l'État, notamment de deux grandes institutions, l'ENA, Polytechnique et il y en a bien d'autres. L'exemple type, c'est celui qui va devenir probablement, certainement le président français, voilà, qui navigue entre l'État, le privé, l'État, le privé. Ça, vous ne verrez pas ça dans le modèle, par exemple, anglo-saxon. Je pense que tout le monde a compris de qui je veux parler. Et donc, ce modèle est particulier. Quand vous le prenez, ce modèle français, il a des particularités culturelles. En France, on ne devient pas capitaine de grandes entreprises comme ça.
Si vous n'avez pas fait l'ENA ou Polytechnique, on vous regarde avec des gros yeux. Il y a certainement des gens qui existent, qui n'ont pas fait ce parcours, mais ils sont rares. Il faut comprendre ce modèle. Ce n'est pas le modèle allemand qui n'est pas comme ça. Donc, ce modèle est très centralisé, forte centralisation. Il y a une forte distance hiérarchique dans ce modèle. Forte distance hiérarchique. Vous ne pouvez pas rencontrer un PDG en France n'importe comment. Il y a toute une... D'accord. Et le fonctionnement est de nature pyramidale, verticale en tout cas. Et donc, par exemple, les entreprises peuvent faire des bénéfices avec des exonérations fiscales. Ce que vous ne trouvez pas, par exemple, au Canada. Vous voyez? Donc, c'est un modèle qui a ses fondements culturels. Il ne s'agit pas de rejeter ou d'accepter, mais il s'agit de les comprendre en tant qu'entrepreneur. Le dernier modèle, européen toujours, le modèle rhénan. On est dans un même espace, on est dans le même continent, mais des gens qui ont des modèles différents. Le modèle rhénan, on le trouve en Suisse, en Allemagne et au Benelux, donc Belgique, la Hollande et puis le Luxembourg. Ce modèle est basé sur ce qu'on appelle la cogestion. De Gaulle a essayé en vain en France d'importer ce modèle, ça ne marche pas. Les valeurs culturelles sont trop fortes en France. Intense participation des acteurs de la société, protection des personnes, répartition des fruits de la croissance, ce modèle rhénan, élimination des inégalités les plus criantes, recherche du consensus de l'intérêt général entre dirigeants, actionnaires, salariés, syndicalistes. C'est le modèle rhénan. Ce n'est pas le modèle français. Et quand vous regardez bien, d'ailleurs c'est très indicateur, quand on veut créer une entreprise en France, quand vous créez par exemple une SA, une société anonyme, le modèle qui vous est proposé, c'est le modèle du PDG, c'est le modèle du roi, président, directeur général. Avec un conseil d'administration, lui c'est le chef, conseil d'administration, et le reste des salariés, le peuple. Le modèle allemand, non, c'est le directoire. Différent. Directoire. Et le conseil de surveillance. Donc, il surveille le directoire. Et vous avez après les salariés qui sont associés. C'est très important de comprendre ces modèles-là. Si on ne comprend pas ces modèles, si on n'a pas conscience de tout ça, on est entrepreneur. Mais on est un peu entrepreneur comme ça, quoi. Ça fonctionne plus ou moins, ça ne marche pas, on se plaint, tout ça. Mais bon, on ne comprend pas trop le monde dans lequel on est. Je voudrais que nous ayons cette conscience, que nous comprenions le monde dans lequel nous sommes quand nous voulons entreprendre. Parce que nous sommes dans un monde codifié par la culture. Et vous voyez, je viens de faire un tour d'horizon du monde économique qui est en fait irradié par la culture. Et nous ne rentrons pas dans un monde vierge. Parce qu'on est entrepreneur, on arrive, tout se fait parce qu'on a des idées. Non. Selon l'outil que vous utilisez de gestion, c'est un outil qui a été façonné dans un cadre précis. Voilà, donc je vais maintenant passer, maintenant qu'on a conscience de ces mondes-là, je vais passer au regard critique de la culture africaine. Vous voyez, au début, j'ai fait l'éloge de notre optimisme atavique. Mais des fois, quand c'est trop, ça nous pose problème. Et le titre de l'intervention, c'est entrepreneuriat et culture, changer ou périr. Il ne s'agit pas de changer ou de périr. C'est-à-dire que toute culture doit s'interroger à un moment donné. Si on ne le fait pas nous-mêmes, sous notre propre direction, c'est au choc des autres que nous sommes obligés, en perdant le contrôle, de changer. Et c'est ce qui nous arrive souvent. C'est ce qui nous arrive souvent. Interrogeons notre culture. Par exemple, dans notre culture, j'ai pris aussi une référence. Ici, c'est Daniel Etunga Mangela. C'est un auteur camerounais. C'est un livre qui a été écrit autour de la question de la perestroïka, quand les Africains s'interrogeaient aussi. Le titre est très provocateur. L'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel? C'est provocateur parce que nous savons les dégâts des programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Mais si vous vous arrêtez au titre, vous perdez l'essentiel du propos. Il est fondamentalement ancré dans sa culture, mais il interroge notre culture. Il dit, par exemple, nous avons une soumission totale au divin. Même les faits les plus de tous les jours, c'est réglé par je ne sais pas qui. On ne veut pas regarder les choses, les traiter comme telles.
on a une autorité suprême qui doit régler nos problèmes. Et le romancier Cheikh Hamidou Kane avait déjà prévenu comme ça dans son livre L'Afrique ambiguë. Il y a une phrase qui dit « Dieu n'est pas notre parent, nous sommes libres ». L'aventure ambiguë. Oui, l'aventure ambiguë, pardon. L'Afrique ambiguë, c'est un autre titre. Dieu n'est pas notre parent, nous sommes libres. C'est pas pour dire qu'on n'a pas, on ne croit pas. C'est que quand on met Dieu partout, on perd le sens même des choses. Tout ce qui est simple, Dieu. Tout ce qui est simple, Dieu. Et quand ça devient complexe, on abandonne. Si le plus simple, on ne peut pas le régler, on ramène tout à Dieu. Et lorsque c'est beaucoup plus compliqué, il n'y a plus personne. Le refus de la tyrannie du temps. La tyrannie du temps. À Lagos, les Nigériens disent « La montre n'a pas inventé l'homme ». Oui. Mais dans ce cas, la réunion qu'on a aujourd'hui samedi, on aurait dû dire on a réunion samedi. Moi je serais venu à 6h, l'autre serait venu à 22h, un autre à minuit, mais c'est toujours samedi, non? Bon, il a fallu bien qu'il y ait une heure. Est-ce que de toute façon on va nous faire partir? Vous voyez, on n'a pas besoin des autres pour s'interroger sur ces questions-là. Il faut qu'on s'interroge sur ces questions fondamentales. On a toujours le temps, on a toujours le temps, on a toujours le temps. Nous étions dans un contexte différent d'abondance en Afrique. On avait notre temps. Mais le monde, il faut faire avec le monde nord-américain, le monde asiatique, le monde français qui nous fait déjà beaucoup de tort, le monde rhénan qui s'interroge aussi malgré tout. Tous ces mondes-là s'interrogent perpétuellement. Et nous devons continuer à nous interroger. Sans pression, sans faire plaisir à personne. Un pouvoir et une autorité indivisibles. Souvent, quand on a le pouvoir, on ne l'exerce pas naturellement. On cherche toujours des justifications pour passer soit en force, pour dire qu'on n'a pas tort. Il y a un exemple intéressant au Burkina Faso. C'est un homme qui croyait à une religion donnée dans un village et qui change de religion et devient musulman. Bon. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de perdièmes, de sacrifices d'argent qu'on dépose tout le temps. Et donc, il se rend compte qu'il a fait des économies. Entre-temps, il avait une bicyclette, il va s'acheter un cyclomoteur. Sauf que, dans son entourage, tout le village commence à le surveiller. Tout le monde le surveille. Comment il a fait? Comment il a fait? Pris de peur, cet homme va mettre son cyclomoteur derrière la maison, il va continuer à utiliser sa bicyclette. Ce poids social-là, il faut qu'on l'interroge. Il faut qu'on l'interroge. Si nous voulons avoir des entrepreneurs demain, il faut l'interroger. Cet exemple, ça peut se retrouver dans toutes les situations en Afrique. Mais ce que je dis n'est pas propre à l'Afrique, en Haïti c'est pareil, en Jamaïque c'est pareil. C'est le monde africain tout ce monde-là. D'où le panafricanisme. Une convivialité excessive. Il y a des Africains qui ne veulent pas écrire à l'administration. Il faut le faire de visu, face à face. Mais il y a une procédure administrative. Non, je préfère aller sur place. Je préfère voir le directeur de lui-même. Mais tout le monde ne peut pas le voir. Faites un courrier, c'est prévu. Non, moi je vais le voir. Parce que je crains que le courrier, peut-être que je vais heurter. Mais non. Ça doit parler à beaucoup de gens, ce que je dis là, ici, au fond d'eau. Cette convivialité excessive nous pose problème. Il faut garder la convivialité. Ce sont des biens précieux. C'est ce qui fait notre optimisme atavique. Mais quand ça devient excessif, ça pose problème. Par exemple, il y a eu le film Sur la route de Nairobi, le héros John Hurt qui déclare à propos des Maasai, voilà un Européen. Là-bas on dit un blanc, voilà, qui est prospère dans le levage, qui utilise les mains des Africains, les Maasai sur place, pour entretenir ses bêtes.
Il dit dans ce reportage, il dit, ces gens, ils pensent que ces bêtes appartiennent au bon Dieu. Or, elles m'appartiennent. Il dit à la fin, ce sont les meilleurs du monde. Cette convivialité excessive, on fait le bonheur de quelqu'un qui se moque même de nous. Donc, il faut garder la convivialité africaine. Elle est fondamentale. Mais quand on est en confrontation culturelle, il faut savoir l'utiliser. C'est fondamental. Et dans toujours cette critique, je vais prendre 3, rapidement, que j'appelle l'enflure de l'irrationnel. L'enflure de l'irrationnel. Au Togo, une famille perd, dans les années 80, un être très cher. Le corps est donc à la morgue municipale. Les parents vont visiter, donc, vont à la morgue pour voir le corps avant la levée définitive. Parmi les parents qui ont visité le corps, 2 meurent, 2 vont mourir quelques jours plus tard. Et il y a une rumeur comme quoi tous ceux qui iront voir le cadavre, verront son visage, vont mourir aussi. Et tout le monde va abandonner le corps pendant 3 mois. Je n'exagère rien. Vous connaissez ces problèmes-là. Mais c'est quoi cette affaire? Qui a établi ça? Cette enflure de l'irrationnel que nous traînons partout. Moi-même de ma famille, je suis allé une fois en Afrique, à Brazzaville, on me dit non, mais on a inscrit les enfants pour faire leur BPC, puisque là-bas le BPC c'est encore un diplôme. Ils sont dans la ville, mais on les a inscrits à l'intérieur du pays, parce que ici, ça ne va pas. Moi j'ai regardé mes neveux en face et j'ai dit, mais vous là-bas vous avez triché, oui. On va dépenser de l'argent pour les envoyer là-bas. Et s'ils n'ont pas l'examen, ils vont même prendre prétexte, oui. Oui. En deuxième, en 84, en Côte d'Ivoire, il y a un match de la Coupe d'Afrique entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. La Côte d'Ivoire perd. A raison, le capitaine de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire avait perdu ses grillés sur le terrain. Il y a un Égyptien qui l'avait subtilisé. Donc, c'est ça qui est la cause de l'échec. La conséquence, c'est qu'on ne va pas analyser pourquoi on a perdu ce match. Puisque la raison est toute trouvée. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Et les entrepreneurs africains, même en Occident, fonctionnent comme ça, on se connaît. Moi, en tant que conseil, pour souvent des entrepreneurs africains viennent me voir, j'ai appris qu'on peut gagner moins de... On peut faire des exonérations Où tu as appris ça? Oh, mais c'est un ami dans un Ganda. Oh, quand même. Un Ganda, c'est les Bubias. Mais quand même. C'est là-bas que tu as appris ça? Mais il y a même des... Je préfère que tu me dises que j'ai lu ça dans un livre de fiscalité. Il y a des spécialistes pour ça. Mais on fait confiance à des choses pareilles. Et on veut être entrepreneur. Dans un monde où les autres ont des conseils. Et ça, c'est l'enflure de l'irrationnel. Enfin, la sorcellerie. Ah, ça, les sorciers africains qui ont des... Dans tous les pays africains, vous avez une histoire où les sorciers voyagent la nuit avec des avions, tout ça. Et il y a des intellectuels qui croient. On se demande pourquoi ils ont fait des années d'études pour croire à ces choses-là. Et c'est comme si la connaissance, le savoir était occidental. On en arrive là. On en arrive là. Savoir compter, lire et tout, qui est naturel à tous les peuples de la terre, c'est occidental. Ah, quand tu contestes, oui, mais toi, l'école des Blancs t'a changé. Mais comment? Comment on a fait pour faire des pyramides? Comment on a fait pour construire des cités comme Zimbabwe? C'est aussi les Européens qui sont venus le faire à notre place. Parce que ces Africains-là avaient réfléchi. Ils avaient posé la connaissance sur terre. Alors, la sorcellerie, ici, je vais rapidement, parce que ça concerne aussi... Il y a des gens de la diaspora qui sont capables de vous dire qu'ils sont ensorcelés par des Africains, un oncle du continent.
Là, j'ai pris l'exemple des Burkinabés qui étaient immigrés en Côte d'Ivoire, ils disaient que leur maladie, ils accusaient en fait des oncles, des vieux qui étaient restés au Burkina Faso. C'est accordé aux sorciers une compétence, des pouvoirs extraordinaires. Mais oui, c'est l'enflure de l'irrationnel. Et ça, si les entrepreneurs africains ne font pas ce travail, juste par appât du gain, je vais créer ça, je vais faire ci, je vais faire ça, sans s'interroger sur ces questions-là, souvent c'est ça qui est la base de notre perte. Je vais donc finir avec l'exemple de MC Carré. Malgré ça, nous avons une belle culture. Nous avons des Africains qui sont compétents, des Africains qui réfléchissent, des Africains qui ne cèdent pas à toutes ces enflures, qui se battent dans un monde où des fois ils sont considérés comme des marginaux sur le continent, qui tous les jours confrontent, qui essayent d'amener les gens à réfléchir. MC Carré, donc M2C, donc mutuelle communautaire de croissance. À l'origine, c'est donc les moyens et les compétences des zones rurales, donc du monde qui est en dehors des villes africaines, mis ensemble pour faire communauté et se développer, donc lutter contre la pauvreté. Alors, deux constats. La science économique, la théorie néoclassique en particulier, explique que les pauvres ne peuvent pas être des acteurs économiques parce qu'ils ne peuvent pas épargner. Donc, Paul Fockham arrive à ce questionnement, il dit, mais comment résoudre le problème? Parce que la science économique classique nous déclasse déjà. Il dit, puisque 70% des Africains sont pauvres, ils sont dans l'informel, donc ces gens-là, ils ne peuvent pas accéder au crédit. Déjà, ils n'ont pas d'épargne. Pour épargner, il faut avoir ce qu'on appelle des garanties conventionnelles. Une maison, tout ça. Voilà. Ils n'ont pas tout ça. Ils sont pauvres, ils ne peuvent pas avoir ça. Sinon, Et donc, il va réfléchir, il va bâtir un modèle qui a été dans sa thèse. Ce modèle consiste à dire quoi? À dire que, d'abord, il faut implanter les instruments qui financent le développement, donc qui luttent contre la pauvreté dans les milieux ruraux. Et puisque la valeur des garanties demandées par le système classique, c'est essentiellement monétaire, en Afrique, tout n'est pas que monétaire. En commençant par la parole donnée, ça a une valeur. Jusqu'aux objets de totem et autres et tout des familles, ça a des valeurs. Donc il va développer un modèle qui va consister à faire que dans les milieux ruraux, là où on a besoin de crédit pour développer l'élevage, l'agriculture, la construction d'une école, tout ce que vous voulez de réel, d'économie réelle, et qui sont exclus du système classique, il faut revaloriser tous les éléments qui pourraient faire partie des garanties, quitte à ce qu'on mette en place un processus où la famille se rassemble, le village se rassemble, la tribu se rassemble, pour dire que nous portons, nous sommes garants, donc la parole donnée, de telle personne, donc il faut lui donner un crédit pour faire son agriculture. Et aussi, dans ce monde informel que le système néoclassique méprise, il y a de l'argent. Tous ici, nous savons comment nos grands-mères en Afrique ont de l'argent sous le matelas. Ce n'est pas dans les banques. Et deux fois, cet argent subit des dégradations et on ne peut plus les utiliser. Parce qu'ils ne peuvent pas aller ouvrir un compte en banque. Ils ne connaissent pas ce système-là. Mais ce n'est pas moins des gestionnaires, c'est des gens qui vendent leurs histoires, des gens qui font leurs affaires. Le commerce n'est pas né avec la pensée néolibérale. Le commerce existe de tout temps. D'où vient qu'il faut faire des grandes écoles pour faire le commerce? Donc, les Africains savent gérer, même dans les milieux ruraux. Il faut juste leur faire confiance, leur dire que vous avez la capacité de gérer. Et donc, ces mutuelles communautaires de croissance ont été installées au Cameroun. J'ai vérifié. Aujourd'hui, il y a 105 mutuelles communautaires de croissance. Ils ont injecté dans l'économie camerounaise 145 milliards
de francs CFA. Ce qu'aucun organisme de développement n'aurait fait pour ces pauvres-là. Et je viens de vérifier, M. Fokam est parti, je crois, il y a 2 ou 3 semaines en Guinée pour ouvrir aussi des mutuelles communautaires de croissance. Voilà l'Africain qui est ancré dans sa culture, qui a interrogé sa culture, qui a trouvé les moyens dans sa culture pour répondre aux problèmes concrets de développement. Et ces mamans, ces hommes dans le monde rural, ce sont des entrepreneurs. Ils ne sont pas moins entrepreneurs que ceux qui mettent des cravates dans les grandes villes africaines ou la diaspora à Paris, à Genève, je ne sais où. Ce sont des entrepreneurs, de la vraie économie. Donc la mutuelle communautaire de croissance, c'est ça. Et d'ailleurs, les études au Cameroun ont montré que 85% des prêts dans ce domaine sont remboursés. Alors que là où on demande des garanties conventionnelles dans les grandes villes, c'est un vrai problème de remboursement de prêts par les banques, par l'élite africaine moyenne, classe moyenne, ou par celles qui dilapident en plus les fonds de l'État. Donc voilà un exemple type, vous pourriez aller vérifier. Ce livre que je recommande, que j'ai abordé et lu il y a quelques années, j'étais très surpris en préparant cette conférence de voir que, en tout cas, ça a été un succès. Je finis donc par cette citation de Thomas Sankara. Vous voyez, le béret ne doit pas vous gêner quand on parle d'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des personnes, au-delà de leurs conditions professionnelles, qui ont pensé la question du changement, même par rapport à notre culture. Sankara disait ceci: on ne peut pas effectuer des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Pour ce faire, il faut être non-conformiste, avoir le courage de tourner le dos aux anciennes formules et celui d'inventer le futur. C'est parce qu'il y a eu des fous dans le passé que nous pouvons agir avec une extrême clairvoyance aujourd'hui. J'aimerais être l'un des fous. Voilà, je vous remercie.